Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Reynolds. Ce matin, vous avez probablement pris un café sans y réfléchir à deux fois. Vous faisiez confiance dans le fait qu'il était sain, que la machine fonctionnait et que la tasse ne briserait pas entre vos mains. C'est un moment tout à fait simple. Mais derrière, il y a tout un système qui s'assure discrètement que tout respecte un certain standard. Et ce même système s'applique à tous les niveaux, jusqu'au commerce mondial. Bienvenue dans notre émission. C'est le troisième épisode de notre série sur le rapport sur le développement dans le monde. 2025, normes pour le développement. En fait, nous plongeons au cœur de ce rapport avec une édition spéciale en 3 parties. Pour faire suite à l'épisode 20, le pouvoir des normes, pourquoi une boîte métallique, une liste de contrôle et une prise électrique peuvent transformer une économie, qui explorait la vue d'ensemble. Dans cette mini-série, chaque épisode se concentre sur 2 ou 3 chapitres, en décortiquant les idées de façon plus détaillée pour ceux qui veulent aller au-delà des gros titres et vraiment comprendre comment les normes façonnent concrètement le développement. Ce premier épisode de la mini-série examine les chapitres 1, 2 et 3 du rapport. C'est très enthousiasmant. Dans les épisodes précédents de notre émission, nous avons décrit les normes comme l'infrastructure invisible de l'économie mondiale. Mais il ne suffit pas d'écrire de nouvelles règles pour que cette infrastructure fonctionne. Exactement. Le rapport met en lumière un problème tenace, appelé le cercle vicieux de la faible qualité. Plusieurs pays à revenus faibles ou intermédiaires se retrouvent piégés dans ce cycle. Ils font face à une faible demande sur le marché, une capacité institutionnelle fragile et des coûts de mise en conformité incroyablement élevés. Le fardeau financier pour prouver la conformité est le plus grand obstacle. Les petites et moyennes entreprises dans les pays de développement font face à des coûts qu'il est presque impossible d'absorber. Regardons par exemple les petits fabricants d'instruments chirurgicaux au Pakistan. Ah, j'ai vu cet exemple. Pour se conformer aux règlements de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux, ces entreprises font face à des coûts pouvant atteindre jusqu'à 200 000 euros dès la première année. Exactement, 200 000 euros. Et puis ils doivent payer 30 000 euros supplémentaires les années suivantes. Il s'agit de petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total se situe généralement entre 20 000 et 300 000 euros en moyenne. Cela veut dire que le coût initial de mise en conformité pourrait facilement dépasser la totalité de leur revenu annuel. Une entreprise ne peut tout simplement pas survivre avec de telles marges. Nous constatons un obstacle similaire avec les normes de durabilité volontaire en Afrique de l'Est. Tout à fait. Pour les entreprises agricoles de cette région, les frais d'audit pour les normes volontaires, comme Global GAP, varient de 2 000 à 15 000 dollars par entreprise. C'est là que le coût se transforme. D'un contrôle de qualité utile, il devient une barrière massive au commerce. Nous sommes tous d'accord pour dire que la barrière des coûts est cruciale, mais le vrai enjeu ici, c'est la manière dont les décideurs politiques peuvent régler cela sans sacrifier la qualité. Le rapport présente une boîte à outils réglementaire pour équilibrer l'ambition d'un pays avec sa capacité réelle. C'est le tournant pour les politiques publiques. Les gouvernements tombent fréquemment dans un piège appelé le mimétisme isomorphique. Ils essaient de sauter les étapes de leur développement en fixant des normes très ambitieuses, qui semblent être de classe mondiale sur le papier, en raison de pressions externes ou comme un signal adressé aux autres, sans avoir l'intention ni la capacité de les faire appliquer. Donc, ils copient essentiellement des règles avancées, mais manquent de laboratoires et d'inspecteurs pour les faire respecter. Ce qui crée une illusion de progrès alors que la réalité sur le terrain reste la même. Précisément. Pour éviter cela, le rapport conseille de choisir soigneusement entre normes volontaires et normes obligatoires. Les gouvernements ne devraient utiliser des normes obligatoires et directives que lorsque la conformité uniforme est requise ou lorsqu'il s'agit de prévenir des dommages graves ou irréversibles. C'est logique, il faut des règles obligatoires pour spécifier la résistance minimale des matériaux de construction afin d'empêcher qu'un pont s'effondre, ou pour assurer la sécurité publique dans une centrale nucléaire. Oui, exactement. Mais pour stimuler l'innovation technologique et l'efficacité du marché, les normes volontaires sont bien mieux adaptées. Elles encouragent les entreprises à s'améliorer sans enfermer toute l'économie dans des exigences rigides et coûteuses. Voici la partie qui m'a vraiment surprise.
Le rapport revient sur le 19e siècle pour montrer comment différentes trajectoires politiques façonnent la gestion des risques. Il compare spécifiquement les réponses aux explosions de chaudières à vapeur. C'est un contraste historique brillant. La France a choisi une approche très centralisée, imposée par le gouvernement. Elle s'est concentrée sur des normes de conception structurelle strictes et a exigé des inspections étatiques annuelles pour toutes les chaudières. La plupart des gens supposent qu'une surveillance gouvernementale lourde serait automatiquement la voie la plus sûre. Mais les données montrent un résultat très différent en Grande-Bretagne. Absolument, la Grande-Bretagne a rejeté les normes gouvernementales obligatoires. À la place, elle s'est appuyée sur des compagnies d'assurance privées pour inspecter les chaudières et fixer des règles d'entretien basées sur le coût des primes. Et cette approche privée, dictée par le marché, a remarquablement bien fonctionné. Le taux d'explosion des chaudières britanniques assurées est tombé à seulement 2 pour 10 000 par an. Elles ont fini par être nettement plus sûres que les chaudières françaises de la même époque. Cette leçon d'histoire mène parfaitement au domaine suivant. Les pays ont besoin d'un chemin structuré et séquentiel pour construire leur infrastructure de qualité, appelée souvent IQ. Cet écosystème comprend la normalisation, la métrologie, l'accréditation et l'évaluation de la conformité. Un épisode précédent mentionnait adapter, aligner et autoriser pour l'adoption des normes. Maintenant, nous examinons les bases, élargir et équilibrer pour leur mise en place. Exactement. Les bases sont la première étape. Les pays à faible revenu devraient établir des fondations essentielles en utilisant des institutions publiques. Elles doivent concentrer l'assurance qualité publique, comme les tests et les inspections, principalement sur les secteurs à enjeux élevés, comme la sécurité publique et les exportations. Donc, on construit d'abord la structure publique centrale. Ensuite, à mesure que l'économie mûrit, on passe aux étapes élargir et équilibrer. Oui, à mesure que les économies croissent, les gouvernements doivent transférer les tâches d'évaluation de la conformité vers le secteur privé. L'État passe alors du rôle de fournisseur direct de services à celui d'arbitre. En pratique, cela signifie que l'État s'appuie sur une accréditation indépendante et une surveillance de marché pour surveiller les auditeurs privés. Mais voici la partie délicate auxquelles font face actuellement les décideurs, les conflits d'intérêts institutionnels. C'est un point de friction majeur. De graves contraintes de ressources obligent souvent les nations en développement à combiner plusieurs fonctions de l'IQ au sein d'une seule entité gouvernementale. Donc l'organisme même qui élabore la norme gagne aussi de l'argent en certifiant que les entreprises s'y conforment. Cette dynamique compromet clairement l'intégrité de tout le système. Cela mine complètement la confiance et l'ampleur du problème est frappante. 95% des organismes nationaux de normalisation dans les pays à faible revenu proposent ces services d'évaluation de la conformité. Pour les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, ce chiffre est de 80%. Waouh! Et le rapport note que dans les pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure, les organismes nationaux de normalisation dépendent des services d'évaluation de la conformité pour près de 40% de leurs revenus totaux. Ce qui signifie qu'ils n'ont littéralement pas les moyens de séparer les rôles, ils ont besoin de ces revenus. Cependant, il y a une voie à suivre très pratique et rentable. Surmonter ces contraintes d'échelle nécessite une coopération régionale. Ah, tout c'est clair pour moi. Chaque pays n'a pas besoin ou n'a pas les moyens de construire un écosystème entièrement indépendant à partir de zéro. Ils peuvent donc partager le fardeau. Le partage des ressources régionales est extrêmement efficace. La communauté de développement de l'Afrique australe offre un modèle parfait. Ils ont créé le premier organisme régional d'accréditation multi-économie au monde, connu sous le nom de SATCAS. J'ai lu les détails sur le SAD-CAS. Il fonctionne efficacement avec seulement 21 employés à temps plein, mais il s'appuie sur un réseau de près de 100 experts régionaux. Et en partageant ces experts, ils desservent avec succès 14 États membres. Par ailleurs, ces nations n'avaient tout simplement pas les moyens de maintenir leurs propres organismes nationaux d'accréditation. Désormais, elles partagent un système crédible et fonctionnel. C'est une solution brillante pour les petites économies. Cela prouve que le progrès ne consiste pas pour un pays à tout faire tout seul. Il s'agit de construire des cadres intelligents et partagés. C'est la conclusion ultime pour les décideurs politiques. Échapper au cercle vicieux de la faible qualité exige plus que la simple rédaction d'objectifs ambitieux. Il faut construire des voies fiables et accessibles pour que les entreprises locales puissent réellement atteindre ces objectifs.
Lorsque les gouvernements passent du rôle de prestataire de services débordés à celui d'arbitre intelligent, ils instaurent la confiance nécessaire pour que les normes profitent à tous. À vous, Reynos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.